Nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari, tout de suite les titres. Le SINASEB passe à l'action en observant à partir d'aujourd'hui une grève de 48 heures. Les agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base déterminés à aboutir à leurs revendications. La justice se prononcera demain sur la tenue ou de la marche ou pas des structures de la société civile qui aura lieu ce samedi 25 janvier 2014. Les organisations persistent sur l'application de la loi minière 2006 par Arriva. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB, a entamé ce matin une grève de 48 heures sur toute l'étendue du territoire national. Les enseignants de ce syndicat exigent du gouvernement la satisfaction de leurs revendications, axées sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'est une plateforme revendicative de 9 points qui est à la base de ce bras de fer qui vient à nouveau paralyser le secteur de l'éducation primaire. Premier point, et nous pouvons tout simplement dire que c'est relatif au recrutement au niveau de l'éducation nationale. Le deuxième point, c'est par rapport au recrutement. Récemment, vous avez constaté qu'il y avait eu une liste de 11 000 qui ont été présélectionnés au titre de l'année 2012, mais nous avons estimé que compte tenu du nombre important que nous avons et compte tenu aussi de l'engagement que l'État avait pris par rapport de mettre fin au système de contrat et d'ici l'horizon 2020. Mais avec ce recrutement à compte-gouttes, nous estimons que c'est pas à l'horizon 2020, même à l'horizon 2040, il serait difficile quand même de pouvoir recruter ou mettre fin au système de contrat. Le troisième point, c'est par rapport au règlement définitif de nos arriérés de salaire, c'est-à-dire ce que nous appelons les rappels salaires qui, jusque-là, pour nos camarades qui ont intégré la fonction publique en 2009 et en 2010, jusque-là ne sont pas mis dans l'ordre. Le quatrième point, c'est par rapport à l'affectation arbitraire de notre camarade, le secrétaire général de la région de Zenda, que nous avons constaté. Le cinquième point, c'est par rapport au spécial A et B que vous avez constaté, puisque ce mois-ci, l'État avait pris l'engagement à faire un écrit pour demander que nos camarades qui ont pu accéder à ce test, que leur salaire soit suspendu. Le sixième point, nous avons demandé tout simplement qu'il y ait le paiement à terme échu de nos pécules. Mais aussi, un peu plus loin, nous avons demandé la reprise des négociations avec le CEPRAS. Des points revendicatifs qui laissent jusque-là les enseignants de l'éducation de base insatisfaits. Au niveau de toutes les régions, cette grève a été suivie à 100%, si nous pouvons le dire. Mais aujourd'hui et hier, nous avons été appelés à des négociations autour de ces points de revendication. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Puisque nous sommes tous souscrits dans la logique que cette année devait être une année de l'éducation. Mais malheureusement, quelle fut notre grande surprise, nous avons constaté qu'il n'y a aucun engagement politique pour que nous puissions atteindre cet objectif que nous nous sommes fixés lors du Conseil national de l'éducation. L'État n'est pas soucié de l'éducation de nos enfants, puisque nous étions surpris autour de ces points de revendication, aucune proposition concrète n'a été faite. Face à cette situation, le SINASEB entend durcir le ton en élargissant dans les jours à venir cette grève au CEPRAS. Des débrayages en perspective qui risqueraient de compromettre la stabilité de l'année scolaire en cours, qui a déjà connu plusieurs mouvements de grève. Suite à l'interdiction par les autorités de la ville de Niamey, la marche suivie de meetings projetés le 25 janvier 2014 par les organisations de la société civile, le ROTAB a assigné le président du conseil de ville de Niamey en justice. Le jugement s'est déroulé cet après-midi. Le délibéré est prévu pour demain, vendredi, à partir de 15h. Je propose d'écouter les avocats des deux parties. Lorsqu'on veut faire une manifestation sur la voie publique, il faut le faire dans le respect des textes en vigueur. Et en l'espèce, la loi fait obligation à celui qui veut faire la manifestation de donner l'objet, de dire le but pour lequel il veut faire la manifestation. Si c'est une marche, pourquoi est-ce qu'il veut marcher? Ce qui fait défaut sur la demande du ROTAB. Deuxièmement,
lorsque la manifestation intéresse plusieurs communes, elle doit être faite sur le territoire de plusieurs communes, il faudra le préciser et il faudra adresser une demande séparée à toutes ces communes. Et là, le président du conseil de ville de Niamey, qui est qualifié pour nous dire de quelle commune relève tel et tel coin de Niamey, nous dit que l'itinéraire du ROTAP intéresse au moins 2 communes. La commune 1, la commune 3. Et la demande a été adressée uniquement au maire de la commune 3, lequel ne peut pas autoriser une marche sur le territoire de la commune 1. Depuis l'adoption du code général de collectivité territoriale, les arrondissements n'ont plus de personnalité morale. Elles ne peuvent plus rester en justice. Celui qui est qualifié, celui qui a la personnalité morale, c'est la ville de Niamey. Pas les arrondissements. Les arrondissements, il faut lire le code général de collectivité territoriale. Les arrondissements sont là, mais la seule entité qui a la personnalité morale, c'est la ville de Niamey. Au bénéfice du ROTAB, nous avons principalement avancé l'argument tenant au fait que l'arrêté du président du conseil de ville de Niamey, qui interdit la manifestation du samedi prochain, manque de motivation en violation flagrante de l'article 5 de la loi qui régit les manifestations sur la voie publique, qui dispose que l'autorité administrative, si elle doit interdire une manifestation, doit motiver cette interdiction-là. Et les motifs doivent être pris de troubles graves, non pas de simples troubles, mais des troubles graves. Alors, vous allez voir dans l'arrêté, le président du conseil avance simplement des raisons d'ordre public. Alors, qu'est-ce que l'ordre public? L'ordre public, on le sait, c'est une notion incertaine, vague, insaisissable, derrière laquelle tout le monde peut se réfugier et prendre n'importe quel acte. Donc, c'est le premier argument que nous avons brandi devant le juge. Ensuite, nous nous sommes aussi focalisés sur la nature de la liberté qui est en jeu, qui est la liberté de manifestation, qui est une liberté, vous le savez, contenue dans la Constitution. C'est une liberté fondamentale. Cela veut dire que cette liberté-là, elle doit s'exercer. Les autorités doivent prendre toutes les mesures adéquates pour accompagner l'exercice de cette liberté-là et non prendre des mesures pour l'étouffer. Ce serait contraire à la Constitution. Alors, ce sont principalement ces 2 arguments-là que nous avons fait prévaloir devant le juge. Nous avons plaidé la cause du ROTAB et nous allons attendre le délibéré du juge. Et sincèrement, nous sommes confiants, très confiants. On verra bien demain soir. Voilà, rendez-vous donc demain, vendredi, à partir de 15h pour savoir ce délibéré. Restons toujours avec les organisations de la société civile, avec cette fois-ci la problématique de la souveraineté économique au Niger, cas de l'exploitation des ressources naturelles. C'est le thème d'une conférence débat organisée cet après-midi par ROTAB Niger. Une conférence animée par 2 constitutionnalistes, Mena Karté et Hassan Bouka. Cette conférence débat entre dans le cadre du combat que mènent les réseaux des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB pour défendre les intérêts du Niger. 2 constitutionnalistes ont entretenu les participants autour du thème « La problématique de la souveraineté économique du Niger, cas de l'exploitation des ressources naturelles ». Dr Maina Boukar Karté a axé son intervention sur la souveraineté économique au plan national. Le principe de la souveraineté donc permanente est considéré comme un corollaire du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes, destiné à soutenir l'indépendance politique et économique. Considérant qu'il est souhaitable de favoriser la coopération internationale en vue du développement économique des pays
en voie de développement et que les accords économiques et financiers entre pays développés et pays en voie de développement doivent se fonder sur le principe de l'égalité et du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes. Le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population de l'État intéressé. Donc je pense que vraiment les choses sont très claires. Pour un peu peut-être conclure avec quelques déclarations qui sont assez illustratives de la situation qu'on vit, il y a la déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international qui précise que le nouvel ordre économique international doit être fondé sur le plein respect des principes suivants. Souveraineté permanente intégrale de chaque État sur ses ressources naturelles et sur toutes les activités économiques en vue de sauvegarder ses ressources. Chaque État est en droit d'exercer un contrôle efficace sur celles-ci et sur leur exploitation par les moyens appropriés à sa situation particulière, y compris le droit de nationaliser ou de transférer la propriété à ses ressortissants. Tout autre chose à présent dans ce journal, les journalistes de la presse publique et privée sont en atelier sur les IST VIH-Sida, une session de formation, de renforcement plutôt des capacités des professionnels des médias. C'est une activité organisée par la coordination intersectorielle de lutte contre le sida. Cet atelier de renforcement des capacités des journalistes du secteur public et privé sur les IST VIH-Sida vise à renforcer les connaissances des hommes des médias sur cette question en vue de permettre une bonne communication autour de cette maladie au Niger. Occasion pour la coordinatrice de la coordination intersectorielle de lutte contre les IST VIH-Sida de revenir sur le choix des journalistes dans la lutte contre le sida. L'activité pour laquelle nous sommes là ce matin n'est pas des moindres, car comme vous le savez, les hommes de médias sont les premiers communicateurs en interaction directe avec les populations, toutes catégories confondues. La lutte contre le sida se doit d'être collective et c'est pour ça que chaque acteur devrait se positionner dans son domaine. Nous pensons que les médias en constituent un acteur de taille, bien qu'ils soient souvent considérés comme des simples prestataires de services. C'est pour ça que nous démarrons cette nouvelle année avec cette importante formation sur le renforcement des capacités des journalistes privés et publics de la capitale. Il revient, après la formation, à chaque média ou à chaque journaliste de définir sa programmation en fonction de sa ligne éditoriale et des moyens dont il dispose. Dans son mot d'ouverture, le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions a salué l'initiative. Cette formation, j'ose espérer, contribuera à renforcer vos capacités journalistiques et vous permettra d'imprimer un nouveau souffle dans la mise en œuvre des actions de prévention des IST VIH-Sida, plus particulièrement dans le combat contre la stigmatisation et la discrimination dont font l'objet les personnes vivant avec le VIH. En effet, votre implication en tant que journaliste constitue un puissant levier qui facilitera le dialogue avec les populations et renforcera la crédibilité des politiques et des programmes. Aussi, se fondant sur les principes, les règles de la déontologie et d'éthique qui incarnent votre profession, vous apporterez aux populations les éclairages indispensables pour contenir et prévenir cette maladie du siècle. Vous accompagnerez, je suis convaincu, les scientifiques, les politiques, les gestionnaires des programmes et la société civile dans les différentes phases de la mise en œuvre de la stratégie, en partageant avec la population les informations sûres afin d'assurer une visibilité des actions menées autour de la riposte. Mesdames et messieurs, grâce à vos capacités de mobilisation et vos talents pour la sensibilisation, vous pouvez aider à plus de dépistage et à une meilleure prise en charge médicale, à sortir les personnes vivant avec le VIH de l'isolement, et remplacer ainsi leur inquiétude par l'espoir et atténuer la stigmatisation et la discrimination dont elles sont victimes.
Au sortir de cet atelier qui durera 3 jours, les journalistes outillés garantiront une meilleure riposte, aidant ainsi le Niger à cheminer vers les 3-0. Autre atelier, cette fois-ci sur la validation de l'analyse sur le contenu de la presse écrite au Niger, organisé par Alternative Espace Citoyen et l'Union européenne. Cette formation vise à renforcer les capacités des membres de l'Observatoire nigérien indépendant des médias ONIMED. Installé le 5 mai 2010, l'Observatoire national indépendant des médias est né au lendemain de l'adoption de la loi portant dépénalisation des délits par voie de presse. Il est considéré comme un instrument permettant de consolider la liberté de presse qui est un élément fondamental de la démocratie. Cette rencontre sur la validation de la grille d'analyse des contenus de la presse écrite au Niger va renforcer la fonction de l'ONIMED. L'ONIMED, c'est le premier instrument pour consolider cette liberté, pour crédibiliser le secteur et renforcer un peu le professionnalisme du secteur. Donc c'est pour ça qu'on a participé, on participe avec Alternative comme partenaire principal à travers ces projets au renforcement de l'ONIMED. Et aujourd'hui, c'est une étape très importante parce que on va donner pour la première fois, vous allez donner pour la première fois, vous allez valider pour la première fois un instrument fondamental pour le travail de l'ONIMED, pour légitimer sa fonction. Donc la grille d'analyse des contenus des journaux. Je ne peux que souhaiter du bon travail et vous remercier pour être là. En ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre de la Communication a exhorté les participants à suivre avec intérêt les résultats de l'étude qui leur seront présentés. Il reviendra donc à vous, chers participantes et participants, à interroger la pertinence de la proposition qui sera soumise à votre appréciation afin d'apporter, s'il y a lieu, les amendements nécessaires en vue d'avoir désormais des règles consensuelles en matière d'autorégulation. Je ne doute point de la qualité des participants réunis ici et je sais que nous pouvons compter sur vous pour qu'à l'issue de vos travaux, ce mécanisme de revue par les pairs soit validé et qu'ils reçoivent l'adhésion de l'ensemble des journalistes et responsables des organes de presse. Les travaux de cette rencontre qui dureront 3 jours permettront sans doute aux participants d'adopter une grille d'analyse des contenus de la presse écrite pour une presse encore plus responsable au Niger. L'Académie des arts martiaux de Niamey a servi de cadre hier après-midi à la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au ministre de la Jeunesse et des Sports, un événement marqué par plusieurs allocutions. Autour du ministre de la Jeunesse et des Sports, ses collaborateurs directs et indirects. En cette circonstance, l'ambiance est détendue. Il faut tirer les enseignements de l'année écoulée et dégager des perspectives pour 2014. Premier acte, le président du Conseil national de la jeunesse qui a insisté pour que le gouvernement alloue de gros moyens dans les secteurs de la jeunesse et des sports, véritable ambassadeur d'un pays. Deuxième acte, au nom des 19 fédérations sportives, la mère des fédérations, le COSNI, a fait une présentation des réalisations 2013 et ses prévisions pour 2014. Pour en venir à présent aux perspectives 2014 du COSNI, nous envisageons la multiplication des programmes de formation à l'endroit des fédérations sportives nationales, l'insistance auprès de votre département ministériel pour l'adoption des textes d'application de la loi 98-14 du 1er juin 1998 portant orientation, organisation et promotion des activités physiques et sportives dans les plus brefs délais. L'organisation des séminaires à l'endroit des journalistes sportifs, des présidents et secrétaires généraux des fédérations sportives nationales sur les programmes de la solidarité olympique, l'organisation des séminaires au profit des athlètes, des entraîneurs et enseignants d'EPS sur les faits de la révolution numérique, la préparation de notre pays
aux Jeux africains de la jeunesse du 22 au 23 mai 2014 à Gaborone au Botswana, la préparation aux Jeux olympiques de la jeunesse du 16 au 28 août 2014 à Nanjing, pour ne citer que cela. Troisième acte, le mot du collectif des syndicats des secteurs jeunesse et sport. Après avoir salué les actes posés en si peu de temps par le ministre Abdelkarim Damanan, les syndicalistes ont souhaité la convocation dans les meilleurs délais des États généraux des sports pour permettre l'adoption d'une véritable politique de sport au Niger. Quatrième acte, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Hama Diallo, a résumé les réalisations faites en matière de jeunesse et de sport. Cinquième acte, le ministre de la Jeunesse et des Sports de réitérer sa disponibilité de concert avec tous les acteurs pour la réalisation des objectifs dans les secteurs de la jeunesse et des sports. Et cela dans la transparence, la responsabilité et l'imputabilité. Les résultats auraient certainement été plus probables n'eût été la crise qui n'a que trop perduré et qui secoue le monde sportif nigérien. C'est pourquoi il est impérieux de poursuivre l'assainissement du climat au sein de nos associations sportives en mettant un accent particulier sur la restructuration de nos fédérations sportives pour tenir compte des exigences statutaires et sur le renforcement des capacités de vos structures. Ainsi, ces réformes tiendront surtout compte de la mise sur pied d'équipes compétitives afin que des victoires soient étalées dans le temps. Notre ambition n'étant pas un résultat immédiat, mais plutôt permanent. Dans le même ordre d'idée, des mesures durables sont en train d'être envisagées par le gouvernement à travers l'adoption prochaine des statuts types des fédérations. Au titre des faits marquants de cette cérémonie de présentation de vœux du nouvel an, l'absence de l'Union des journalistes sportifs du Niger qui n'a pas été conviée. Hormis cette fausse note, nombre d'acteurs sportifs se sont réjouis que cette rencontre ne fût un rendez-vous d'interpellation et de remontrance. Place aux actions et aux résultats en 2014 pour le sport nigérien. Point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en campagne des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.